Bonjour et bienvenue, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de vendredi 14h, juste avant votre film de la semaine sur icinema.com. Cette semaine, le très beau Christine, signé Antonio Campos, l'histoire vraie d'une jeune journaliste de télévision locale aux États-Unis qui, dans les années 70, ira, on va dire, au plus loin de son exigence envers elle-même et envers son métier. On verra cela tout à l'heure. Aujourd'hui, dans Vendredi 14h, quelle place pour le documentaire au cinéma? Vous pensez, comme beaucoup de spectateurs, que la fiction, c'est l'affaire du cinéma et le documentaire, l'affaire de la télévision. Eh bien, nous allons demander à nos invités si le documentaire a enfin trouvé sa place sur grand écran et quel type de documentaire intéresse les distributeurs. On en parle avec nos invités sur le plateau. On est très heureux de recevoir Nicolas Philibert. Bonjour et merci. Réalisateur pour la télévision puis pour le cinéma. Vous débutez en 78 avec un film en collaboration avec Gérard Mordillat intitulé La voix de son maître. Puis bien sûr, le succès en 2001 avec Être et avoir, prix Louis Deluc en 2002, César du meilleur montage en 2003, très gros succès mondial. On suivit plusieurs films. Vous en avez un en préparation, vous allez nous en parler. Avec nous également Julie Bertuccelli, la toute récente présidente de la Cinémathèque du documentaire, qui sera lancée en mars de cette année. Vous présidez également la SCAM, de nouveau, puisque ça vous était déjà arrivé dans votre carrière. Vous êtes toujours vous-même réalisatrice de plusieurs films et documentaires. Parmi vos documentaires pour la télé et le cinéma depuis 1993, on compte Un métier comme un autre, ou encore La cour de Babel, qui avait été un très gros succès. Stéphanie Gilla, bonjour, merci. Réalisatrice de documentaires. Vous signez, alors, moi je dis le magnifique The Ride, parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Déjà primé, nommé dans des festivals. Il est au cinéma depuis le 7 février. Arnaud Boufassa, bonsoir. Bonsoir André. Vous dirigez le très chaleureux cinéma des cinéastes à Paris. Vous avez dirigé pendant plusieurs années le cinéma La Pagode. Vous avez travaillé avec le Saint-Germain ou encore le cinéma Le Racine. Et si je le précise, c'est que les cinéphiles parisiens savent que ce sont des salles qui ont toute une identité commune. Donc c'est pas un hasard. J'imagine que vous soyez aujourd'hui à la tête du cinéma des cinéastes. Le film documentaire est sur le papier, si on s'en tient aux chiffres, un secteur qui se porte bien au cinéma. Il est en forte croissance, mais il ne représente qu'une toute petite partie des investissements dans le cinéma français. On fait le point avec Anne Le Boulch et on en parle avec nos invités. Dans l'imaginaire collectif, la fiction est destinée au cinéma et le documentaire à la télévision. En 2016, plus de 28 000 heures ont été diffusées sur les chaînes nationales gratuites. Aujourd'hui, la tendance semble s'inverser. Longtemps considéré comme marginal sur grand écran, le documentaire y trouve progressivement sa place. Et 2016 bat tous les records de cette dernière décennie. 44 documentaires ont été produits pour la salle et 36 films ont reçu un agrément de production du CNC, 8 de plus qu'en 2015. 118 documentaires ont été proposés sur grand écran, dont une majorité de films français, séduisant 2 fois plus de spectateurs qu'en 2015. Parmi eux, 4 totalisent plus de 100 000 entrées. Mais tous n'ont pas cette chance. Avec des budgets de production et de distribution moindres, le grand écran reste difficile à conquérir. Entre 2007 et 2016, le devis moyen d'un documentaire s'établit à 1 million d'euros, soit 5 fois moins que celui d'une fiction. En 2016, la moyenne pour un documentaire est de 500 000 euros. Seuls 10% des documentaires en salle ont une avance télé. Un documentaire sort en moyenne dans 7 fois moins d'établissements. 139 pour les films tous genres confondus et 22 pour le documentaire. La grande majorité sort sur 10 établissements la première semaine. Aujourd'hui, quelle place pour le documentaire au cinéma ? On débat avec nos invités de la place du documentaire au cinéma. Nicolas Philibert, je reviens sur cette polémique à propos de Fahrenheit 9/11 de Michael Moore. Palme d'or à Cannes en 2004. C'est un documentaire ou un film de cinéma qui a été primé à l'époque à Cannes? Il faut faire une petite mise au point. Oui. Je passe mon temps à parler à des gens qui disent « Mais alors, t'as fait un film ou un documentaire ?» On est tout le temps confronté à cette question-là. Mais c'est pour ça que je vous la pose, c'est que c'est la première que je vous pose. Comme si le documentaire, les documentaires n'étaient pas des films. Or, nous faisons des documentaires de long métrage et des documentaires de cinéma, du cinéma. Je pense que le documentaire est victime d'une sorte d'immense malentendu, presque de malédiction, sous prétexte qu'on filme des vraies personnes et des vraies situations, alors pour beaucoup de gens, c'est pas tout à fait du cinéma. Et le problème, c'est un peu celui-là. Et on a beau
sortir des documentaires dans les salles de cinéma, ce malentendu subsiste et résiste. Et il faut perpétuellement refaire un peu cette mise au point. Le documentaire, ça peut être du cinéma, c'est une forme de cinéma à part entière. Pas toujours, parce qu'il y a des documentaires pour la télé, il y a des reportages, il y a des magazines, c'est pas pareil. Mais les films que nous faisons ici, tous les trois, qui sont des films qui sont faits pour le cinéma. C'est des films pour le cinéma, et donc... et ce sont des films de cinéma. Qui ne sont pas du côté de la communication, de l'information. C'est du cinéma, c'est-à-dire c'est un point de vue fort. Et c'est la forme qui participe de ça, essentiellement, plus que le sujet. Et je pense qu'aujourd'hui, le territoire documentaire est au moins aussi vaste que celui du cinéma de fiction. Et je dirais presque aussi que, pour moi, le documentaire, c'est presque une autre façon de faire de la fiction. Parce que c'est toujours un regard singulier, subjectif, personnel. Arnaud Boufassa, vous estimez que le documentaire est un atout pour le cinéma, notamment pour les circuits de cinéma indépendants. Et beaucoup de films documentaires de grande qualité, pourtant, ne trouvent pas leur distributeur et donc ne trouvent pas leur public. C'est vrai. Le documentaire est un atout pour les salles de cinéma parce qu'il permet de fédérer un public qui s'interroge. Et le documentaire est particulièrement, je trouve, adapté pour faire se rencontrer les réalisateurs et le public et de pouvoir traiter, réfléchir ensemble du sujet montré par l'auteur. Et il est vrai aussi que le documentaire a du mal à trouver sa place en salle, mais j'ai envie de dire, ça n'est pas propre qu'au documentaire. Les films à réessayer, les films indépendants, les films d'auteurs, de manière générale, ont de plus en plus de mal à trouver leur place en salle. Il y a beaucoup de raisons à ça, qui sont notamment la concentration des copies des films, c'est-à-dire que quand on voit que La Guerre des Étoiles prend, je crois, 75% des écrans en France au moment de sa sortie, ça ne laisse plus de place. Mais moi, ce qui me frappe, c'est qu'on a vu au début de cette émission des images du monde du silence. Ça date de 1956, 1957, donc c'est quand même pas là, tout récemment. C'est un film documentaire qui obtient la Palme d'Or à Cannes, quand même le festival de cinéma le plus prestigieux au monde. Et malgré ça, un demi-siècle plus tard, on en est encore à peine 3% des investissements dans le cinéma français consacrés au documentaire. Alors, est-ce que c'était pas parce que, à l'origine, peut-être, c'était plus destiné, ce genre était plus destiné à la télévision? On sait qu'aujourd'hui, la télévision finance de moins en moins les documentaires. On sait que la liberté de création du réalisateur en télévision est de plus en plus compliquée. En télévision, je pense qu'on n'accepte plus un silence. On filme quelqu'un qui ne parle pas parce qu'il est en train de réfléchir. La chaîne de télévision, enfin le silence, pour eux, c'est la possibilité que le spectateur aille zapper sur une autre chaîne. Alors qu'en cinéma, c'est tout l'inverse. La temporalité n'est pas la même, la musicalité n'est pas la même, et le silence veut dire tellement de choses. On voit l'hésitation du personnage, etc. Et je crois que c'est Éric Blanchard qui disait le reportage de télévision, en fait, le sujet est un objet informatif, on informe les gens, très basiquement, comme l'a dit très justement Nicolas, alors qu'en cinéma, le personnage est un sujet à part entière, que l'on traite, qu'on essaye, et on essaye de ressentir ce que la personne vit, on essaie de participer et de prendre un petit peu de son expérience, et surtout, une fois qu'on a vu, moi je sais qu'un documentaire, pour moi, un bon documentaire, c'est quelque chose qui me laisse perplexe, qui m'apporte énormément de réflexion derrière, et surtout qui m'a fait partager une expérience forte. Moi je pense que on peut dire d'un documentaire, c'est du cinéma, peut-être à partir du moment où le film, je dirais, transcende son sujet. Il y a tout d'un coup, il y a du nous, il y a un en commun, il y a quelque chose qui fait que cette histoire qui a été tournée à l'autre bout du monde, tout d'un coup, elle nous touche au plus profond. C'est exactement ce que j'ai ressenti en regardant The Ride, mais on va en parler tout à l'heure, parce que je voudrais entendre d'abord Julie Bertuccelli. Vous militez depuis longtemps pour valoriser les distributeurs et les exploitants qui soutiennent le documentaire, pour que dans les grands festivals, il y ait des sections qui récompensent à leur juste valeur, à leur juste mesure les documentaires. Vous avez réussi à installer à Cannes l'Œil d'Or. Oui, c'est un prix du documentaire, mais qui est transversal à toutes les sélections. Parce que l'idée, c'est pas non plus de faire des
des ghettos ou des catégories qui sépareraient le documentaire de la fiction, parce qu'effectivement, c'est du cinéma. Mais par contre, inciter que ce soit la quinzaine, la semaine de la critique, évidemment, l'officiel et un certain regard à en sélectionner, et surtout qu'ils soient un peu tous ensemble mis en valeur. Donc, puisque, hélas, ça n'existe pas assez, on est obligé, et je ne dis pas que j'aurais préféré qu'on n'ait pas à faire ce prix, mais en même temps, on n'en parle jamais à Cannes, des documentaires, et donc préparer un jury comme ça, leur proposer de voir tous les films et qui sélectionne, qui décide quel est le meilleur, pour eux, enfin, on va parler de ces films-là à Cannes. Ce risque de ghettoisation, c'est le reproche qui est formulé par Raymond Depardon à propos de la cinémathèque du documentaire. Il dit, mais on va marginaliser finalement les documentaires. Moi, je ne suis pas d'accord parce que, bon, voilà, après, je comprends ce risque et je comprends. Mais sauf qu'hélas, on n'en est pas là du tout. C'est un peu comme la parité homme-femme, quoi. Tant qu'elle n'est pas là, on est bien obligé de la valoriser. Hélas, les documentaires, à la Cinémathèque française, il y a un cycle par an ou quelques projections de temps en temps. Si ce n'était pas le cas, on n'aurait pas besoin de faire de cinémathèque. Il se trouve qu'il faut que les gens, peu à peu, comprennent que c'est un patrimoine aussi important, voire plus aussi important en tout cas que la fiction, et que là, les gens n'en ont pas du tout conscience, quoi. C'est juste ça. Donc, c'est une chance qu'il y ait des lieux partout en France et à Paris qui projettent uniquement des documentaires, où au moins on sait que, quoi qu'on soit, n'importe quel jour on est, il y aura un documentaire à aller voir. Alors, je parlais tout à l'heure de la date de diffusion du Monde du silence. On remonte à 1956 et on a l'impression que les choses n'ont pas vraiment beaucoup changé pour le documentaire depuis, sauf peut-être depuis 2001 avec Être et avoir. On regarde la bande-annonce de ce documentaire signé Nicolas Philibert. Propre ça. Elles étaient déjà encore plus sales tout à l'heure. Et maintenant, tu trouves qu'elles sont propres? Non. 5 fois 6, 25. Le pouce, le petit doigt et le pouce, ils sont tout lavés. Et là, comment tu l'appelles celui-là? Dex. Le nageur. La nuit. L'air. L'ori. Santal. L'auriculaire. L'auriculaire. Alizé! Nicolas Philibert, est-ce que vous diriez que les choses ont changé sur la question de la place du documentaire dans le cinéma après Être et avoir? Mettons toute modestie au vestiaire et répondons franchement à la question. Je pense que le succès du film a contribué, avec plein d'autres, à asseoir la place du documentaire au cinéma, non, moi, ce que j'ai observé depuis 15 ans, c'est une espèce de bouillonnement en France et dans le monde entier autour du cinéma documentaire. Il n'y a pas un pays où il n'y a pas... Enfin, il y en a quand même quelques-uns, mais il y a des grands festivals dédiés au documentaire absolument partout, dans les pays scandinaves, en Europe centrale, en Amérique latine, n'en parlons pas. En Syrie, il y a eu, juste avant la guerre, un magnifique festival documentaire qui a arrêté, évidemment, mais partout. Je crois que c'est un besoin. Stéphanie Gillard, The Ride. Magnifique documentaire sur le meurtre de Sitting Bull, le grand chef indien, en 1890 aux États-Unis. La grande traversée chevauchée sur plusieurs centaines de kilomètres dans le froid glacial du Dakota de 2 tribus indiennes. Une longue traversée qui s'achèvera par le massacre d'au moins 300 Indiens, hommes, femmes, enfants, qui avaient
au préalable été désarmés par les soldats qui ensuite les ont tués. Et vous nous parlez de cet événement à travers sa reproduction, pas celle du massacre bien sûr, mais celle de la traversée, une espèce de rite de passage à l'âge adulte. Cette traversée des jeunes Indiens la refont chaque année de façon comme ça très très rituelle, très importante. On regarde la bande-annonce et vous nous en parlez. D'accord. When we start a song, we start with the melody first. So the Washichus only hear heya, 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 heya. They never took time to listen to us. Get on your horse, circle. We ain't gonna feed you. Our relatives, when they went down this road, they didn't take a bunch of food with them. Think about why we're here. That is to honor the memory of our relatives who went down this trail more than 120 years ago. It changes you. You get a whole new family, you meet new people every year. When it gets to be 20 below, you're still gonna get on. That takes courage. This ride will teach you wisdom. That's what this ride is. A 300-mile classroom. That's what it's about. Survival. Alors un cheval, vous pouvez tout lui dire, il vous répondra à sa manière, mais surtout, il ne répétera pas votre secret. C'est ce que dit l'un de vos protagonistes. C'est magnifique. Comment avez-vous rencontré ce sujet, Stéphanie Gilles? Alors, c'est une longue histoire. Ça fait très longtemps que je voulais aller dans cette partie des États-Unis. Je m'intéressais beaucoup à l'histoire des Sioux et à l'histoire des États-Unis en général. Je voulais faire un film sur Jim Harrison et puis j'arrivais pas à l'écrire et je suis tombée sur un livre de photos dont il avait écrit la préface. Et dans ce livre de photos, il y avait des photos de cette chevauchée, mais en 1990. Et quand j'ai vu les images de ces cavaliers qui portaient des bâtons à plumes, mais en même temps qui portaient des anoraks complètement modernes et avec des voitures derrière ou qui passaient sous l'autoroute, je me suis dit, en une image, il y a exactement ce qui m'intéressait dans l'œuvre de Jim Harrison, c'est-à-dire l'histoire et le présent au même moment, qui se confrontaient dans une image. Et que c'était exactement ça que j'avais envie de raconter. Parce on dit toujours qu'il n'y a pas d'histoire aux États-Unis, il y en a une, mais on ne veut pas la voir, et pourtant elle est là. Et tout de suite, en fait, cette image, pour moi, elle était cinématographique. Et du coup, je suis allée, j'ai cherché par tous les moyens à rencontrer ce groupe de gens. Je suis allée faire une première fois la chevauchée toute seule, comme ça, sans monter à cheval. Je ne suis pas du tout cavalière. Pour rencontrer les gens, discuter avec eux, qui me racontent leurs histoires, voir si mon idée, elle était possible. Alors, le film a été nommé à Tribeca, il a obtenu le prix des médias au festival Grand Bivouac. Est-ce que vous avez pu justement le montrer aux Indiens qui ont été filmés? Je l'ai montré à Tribeca. C'était pour moi très intéressant de le montrer aux Américains. Et après, je l'ai montré, je suis retournée dans la réserve, le montrer dans une des écoles d'un village dans le coin. Et j'avais un peu peur parce que je me suis dit, c'est pas du tout le genre de documentaire qu'ils sont habitués à voir. D'abord, je pense que ces gamins, ils regardent jamais de documentaire, que ce qu'ils voient comme documentaire, c'est des trucs super formatés à la télé américaine. Et là, il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de commentaires. Mais là, ce sont les Sioux qui parlent eux-mêmes. C'était ma volonté, mais du coup, ça s'est bien passé auprès de ces gamins. Ils ont été complètement enthousiasmés par le film et du coup, je pense que mon intention de faire raconter l'histoire par les Sioux, oui, ils l'ont bien... Alors, comment on trouve le financement pour un film aussi singulier? On n'en trouve pas de financement. C'est compliqué, oui. Il n'y a pas eu d'argent public, par exemple, sur ce film, du tout. C'est les productrices qui ont décidé de miser tous leurs fonds de soutien dessus et on n'a pas trouvé d'autres financements, en fait. Et sur la programmation, face à comment réagit un distributeur face à un objet cinématographique comme celui-là? Sauf erreur de ma part, c'est Rouge International qui le distribue, qui est un tout jeune distributeur en fait, qui était beaucoup Rouge Distribution. Voilà, Rouge Distribution, pardon, qui était à la base plutôt producteur avec Julie Gaillet et puis Nadia Turasef. Donc, il débarque un petit peu dans le paysage de l'exploitation et on en est ravis parce qu'on a besoin d'un peu d'un sang neuf, de nouveaux distributeurs qui proposent des choses un peu... Et c'est le deuxième documentaire qui sort. C'est le deuxième documentaire.
qui sont produits aussi. Moi, je voulais revenir sur le film parce qu'il y a quelque chose qui m'a vraiment particulièrement touché, c'est de voir ces jeunes déjà presque assimilés, engloutis par la société américaine, les codes vestimentaires, ils sont là, ils ont les casquettes de baseball, et tout d'un coup, on les voit sur les chevaux, avec les perches de chef, pousser les cris, les chants, et pousser les chants, et chanter les chants de leurs ancêtres. Et ça, j'ai trouvé ça magnifique. Et j'ai trouvé que le lien qui avait été rompu est à nouveau là. Et je trouve que c'est plein d'espoir et ça dit énormément de choses. Donc je conseille à tout le monde d'aller voir ce documentaire. Pour ce qui est de la programmation d'un film comme celui-là, il faut savoir que c'est très difficile pour un exploitant aujourd'hui de faire un choix. On a 17 propositions par semaine, donc quasiment parfois avec plusieurs documentaires par semaine. Et donc il y a un certain nombre de critères qui rentrent en jeu pour savoir quel film on va choisir plutôt qu'un autre, etc. Donc c'est ou un coup de cœur, ou alors, après, on rentre dans des considérations, mais je ne sais pas si on aura le temps d'en parler ici, mais voilà, qui permettent de décider à un moment donné, le programmateur, de dire je vais prendre plutôt ce film-là que l'autre. Il y a beaucoup de paramètres qui peuvent rentrer en jeu. Julie Bertuccelli, quel peut être le rôle de la Cinémathèque du documentaire pour aider ce genre de projet? Déjà, lui donner une vie plus longue après l'exploitation, parce que hélas, les moyennes des entrées en salle sont, comme on a vu tout à l'heure, vraiment assez basses, quoi. Mais on espère bien que ça ne sera pas le cas de Ride, mais c'est sûr qu'il y a plusieurs vies d'un film. Il y a sa première vie au cinéma, après, heureusement, sa deuxième vie à la télévision et tout ça, et puis sur des plateformes après, comme Tank. Il y a plein maintenant de choses possibles pour les montrer. Mais après, tout d'un coup, ces films disparaissent et c'est d'une grande tristesse, quoi, une immense tristesse, parce que c'est des films qui, en plus, le documentaire, sa grande force par rapport au reportage, justement, c'est c'est un patrimoine pour toujours, quoi. C'est des films qui ne vieillissent pas, qui parlent, comme tu disais, de l'humain, de choses tellement plus profondes que l'information, que ces films doivent exister longtemps. Et donc, on espère qu'à d'autres occasions, il pourra faire le tour de France, de toutes ces salles qui vont projeter des films sous la belle cinémathèque du documentaire. Allez voir The Ride, oui. soutenez ce film. Alors, il y a plusieurs films documentaires qui sortent en salle ce mois-ci. Je voudrais vous faire partager 3 de mes coups de cœur, en plus de The Ride dont on vient de parler. Ne laissez pas passer le mois sans aller voir Pha Dinh Phong, un documentaire vietnamien signé Phuong Thao Tran et Swan Dubu Malais, j'espère que je prononce correctement. Human Flow, de l'artiste chinois Ai Weiwei, très engagé dans la défense des migrants, et le déchirant Un jour ça ira, documentaire français réalisé par Stan et Édouard Zambo. Regardez. I respect you. I respect the passport and I respect you. It's going to be a big challenge to recognize that the world is shrinking and people from different religions, different cultures are going to have to learn to live with each other. Il est bizarre ce centre. À l'entrée, il y a écrit CHU. C'est pour centre d'hébergement d'urgence. Notre métier, c'est de raconter des histoires. Et avec vous, notre projet, c'est de vous aider à raconter l'histoire. Et ces histoires, on va les publier dans le journal. Dans quel journal? Dans ce journal-là, Libération. Pour de vrai. Le but du GIEC, c'est que ça soit une histoire que vous avez envie de raconter. Je transporte ma vie en valise. Mais comme c'est lourd de déménager, j'ai appris à vivre léger. C'est ça être un serial déménageur. Pha Dinh Phong, 2 phrases tirées de ce documentaire très dur mais vraiment essentiel sur le combat incessant pour la liberté
liberté d'être soi. Et pour Phong, c'est la liberté de devenir enfin la femme qu'il sait être. 2 phrases. J'ai passé ma vie à pleurer, je veux être moi-même, même si la mort en est le prix à payer. Et puis la réaction du frère de Phong après son opération de changement de sexe. Je sais que j'ai tort de haïr ce que je ne comprends pas, mais pour moi, ce n'est pas vraiment un homme et ce n'est pas une femme non plus. Un mot très rapide, Nicolas Philibert, pour nous parler de votre prochain film. C'est un documentaire qui est intitulé « De chaque instant ». Oui, que j'ai tourné au printemps dernier à Montreuil. Je suis en plein montage. J'ai filmé dans une école d'infirmières. Ça s'appelle plus comme ça aujourd'hui. On dit un institut de formation en soins infirmiers. Mais voilà, j'ai filmé des jeunes femmes et quelques garçons aussi qui apprennent ce difficile métier. Je les ai filmés à l'école, en stage à l'hôpital. Voilà, le film sortira début septembre. Bien, on attend ça avec impatience. Merci à tous. Très, très vite, en un mot. Julie, je vois que vous voulez parler de quelque chose. Oui, je voudrais qu'on parle de Van der Keuken, la rétrospective est en cours, la cinémathèque du documentaire à Paris, à la BPI. C'est encore pendant 1 mois, donc allez voir, c'est un génial réalisateur de documentaire. La BPI au Centre Pompidou. Centre Pompidou. Voilà. Bibliothèque publique d'information. Je repose la question du début de l'émission sur la place du documentaire au cinéma. Est-ce qu'il est à sa juste place, selon vous, Julie ? Je pense qu'il a encore mieux à faire parce qu'effectivement, ça reste encore difficile, trop difficile parce il a la même vie difficile que les films à essai, même de fiction. Donc il y a toujours mieux à faire, mais c'est en bonne route. Il y a quand même eu un progrès énorme. On est surtout dans un pays où malgré tout, on a une chance inouïe d'avoir des films qui sortent comme ça en salle et voilà. En tout cas, Audrey, moi, je tiens vraiment à féliciter tous ces chercheurs de vérité. Voilà, merci. Merci les gars. C'est nos vérités à nous, c'est pas la vérité. Merci, merci. En plus, ils sont modestes. C'est l'heure du film de la semaine sur cinéma.com, un jingle et je vous le présente très rapidement. Tiré d'une histoire vraie, une tragique histoire vraie, devrait-on dire. Notre film de la semaine s'appelle Christine, du nom de Christine Chubbuck. On est en 1974, en Amérique du Watergate et de l'impeachment de Nixon. Une jeune journaliste, Christine, instable, intransigeante, reporter d'une télé locale de Saratoga, a bien du mal à conjuguer ses exigences pour son métier et la course à l'audience qui devient une réalité. Christine d'Antonio Campos avec Rebecca Hall et Michael C. Hall. Dexter, bien sûr. La bande-annonce tout de suite. Fire just called. Pickup truck went off the road on Orangeville. Chubbuck, can you get out there, please? No. Sorry, I can't. We gotta liven things up around here. The ratings are in the fucking toilet. Stop. Rewind. Can't see, but I'm standing on the line that divides Manatee and Sarasota. However, discussions like this railway track have come to a dead end. This is Christine Chubbuck with your Suncoast Digest. Just trying to understand what you're saying. Jesus Christ, just make your stories juicy. Well, I really wish that I could get a job promotion. They say I have to do different work. Why don't you do different work? Yes, but if I do different work, then I won't be doing the work that I love. It's a simple concept, guys. If it bleeds, it leads. These people are ruining me all over again! These people? Oh, why won't anyone just listen to me? Find where the good handles are, Gene. I have a feeling this is going to be special. You want flash and pizzazz, and that's fine. You know what? Who am I to say that that's not okay? There's drama and tragedy and suffering all around us. Get your curlers out, Kirby. We're on 30. Good evening, Sarasota. I'm George Ryan. You got some pep in your step. Yeah, I think I've got something. Yeah? Look out for it. TV 30 presents what is believed to be a television first. Christine, c'est tout de suite sur cinéma.com. Merci à tous, merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve quant à nous vendredi prochain à 14h pour Vendredi 14h. D'ici là, bon film.